Voyons comment les végétaux sont capables de récupérer l'énergie lumineuse pour la stocker dans la cellule sous forme de sucre. Eh bien, d'abord, il faut des structures cellulaires qui soient capables de récupérer cette énergie. Si on fait l'expérience de placer des feuilles en présence ou non de CO2, avec de la potasse ou une eau enrichie en CO2, et qu'on plonge ces feuilles ensuite dans l'alcool bouillant pour pouvoir les décolorer, puis les plonger dans le Lugol, de l'eau iodée, qui colore l'amidon en violet, on se rend compte qu'il y a production d'amidon uniquement dans la cellule, dans les cellules des feuilles qui ont été exposées à la présence de CO2. Si on refait la même expérience, mais cette fois-ci on expose les feuilles à différentes quantités d'énergie lumineuse grâce à des caches, on se rend compte que seules les feuilles sans cache font globalement de la photosynthèse, ou partiellement si elles sont partiellement cachées, ou ne font pas du tout si elles sont dépourvues de lumière. Si on regarde les structures à l'intérieur de la cellule, de ces feuilles colorées, on se rend compte qu'on a des structures violacées qui correspondent à des petits points tout autour des cellules, qui correspondent dans les feuilles non colorées à des petits points verts, ce sont donc des chloroplastes. Les chloroplastes sont donc des organites sièges de la photosynthèse, ils permettent la synthèse d'amidon à condition de recevoir de la lumière et du CO2. Si on regarde la structure de ces chloroplastes, on voit qu'ils sont constitués de deux membranes, une membrane externe et une membrane interne, comme une mitochondrie, puis ensuite un stroma dans lequel baignent des thylakoïdes, qui sont des sacules allongées, comme ça, et à l'intérieur de ces sacules, on a un autre milieu qu'on appelle le lumen. Lumen à l'intérieur du thylakoïde, puis stroma, puis le cytoplasme de la cellule. Comme on a à peu près 70 chloroplastes par cellule, ça fait 5 milliards de chloroplastes par feuille, et ça s'explique donc la couleur violette globale de la feuille lorsqu'on l'expose à la lumière et qu'on la colore à l'eau iodée. Voici une microscopie électronique de la feuille. On repère la structure du chloroplaste aux structures allongées dans le sens de l'organite. Et on voit sur le schéma ici la présence d'amidon, puisque c'est le lieu de synthèse donc de la photosynthèse. Comment se passe, quels sont les mécanismes cellulaires qui sont à l'origine de la photosynthèse? Il y a d'abord une phase photochimique qui permet de récupérer l'énergie lumineuse et la transformer en énergie chimique. Prenons une suspension de chlorophylle qu'on expose à une source lumineuse, des UV de préférence, et dans le noir, on obtient donc à la lumière noire une fluorescence rose qui, cumulée avec la couleur verte, donne cette teinte bordeaux. Et si on rajoute à cette suspension de levure un oxydant, comme le ferricyanure de potassium, on récupère la couleur verte de départ. Donc cette chlorophylle a réagi avec un oxydant. Si la chlorophylle réagit avec un oxydant, c'est qu'elle se comporte comme un réducteur et qu'elle cède un électron. Elle passe de l'état chlorophylle à l'état chlorophylle+. Pour revenir à son état standard, la chlorophylle doit alors reprendre cet électron à un autre couple redox, le couple O2H2O. Et donc H2O libère ces électrons et ensuite donne un demi de O2 qui va être dégagé. Le dégagement du dioxygène est donc une conséquence de la phase photochimique de la photosynthèse. Comment ça se passe? En fait, la chlorophylle ici est capable de prendre l'énergie d'un photon qui a une longueur d'onde assez grande et donc une fréquence assez faible. C'est l'inverse, qui a une longueur d'onde assez faible et une fréquence élevée, et du coup elle arrive à un état de chlorophylle excité où un de ces électrons passe à un niveau d'énergie très élevé, c'est-à-dire qu'il change d'orbital, il est capable de s'éloigner du centre du noyau, et cet électron qui a un haut niveau d'énergie va ensuite le plus souvent redescendre vers son état, vers son noyau, et donc revenir vers une orbitale plus stable, c'est-à-dire revenir à un état fondamental. Ce retour d'un état excité à un état fondamental libère de l'énergie qui va permettre d'émettre un photon avec une moins grande énergie, avec une fréquence plus basse, et donc une longueur d'onde plus courte. Voilà. Mais dans la nature, cette fluorescence n'existe pas. Les arbres ne sont pas roses puisqu'il y a un oxydant, le NADP+, qui va, lui, réussir à récupérer l'énergie de cet électron. Ici, en fait, l'électron est passé à un haut niveau d'énergie, il est très peu lié à son noyau. Il va donc facilement pouvoir être attrapé par NADP+, qui va devenir NADPH, et donc contenir l'électron
cédée par la chlorophylle. La chlorophylle passe à un état chlorophylle plus et est capable alors de récupérer un électron de H2O et de libérer un demi de O2. Puis de revenir à son état fondamental, reprendre l'énergie d'un photon, etc., etc. On a donc un des buts de la phase photochimique, c'est de stocker des électrons arrachés à l'eau pour les donner à un accepteur d'électrons, le NADPH. L'O2 dégagé lors de la photosynthèse provient donc de l'oxydation de H2O en 1,5 de O2. Il n'y a pas de consommation de CO2. La réduction du CO2 en sucre est donc séparée dans le temps par rapport à la phase photochimique. La phase photochimique réduit un intermédiaire, le couple NADP+, NADPH, H+, qui réduira à son tour le CO2 en sucre plus tard dans la phase chimique. Le bilan de la phase photochimique, c'est donc H2O plus NADP+, donne 1,5 de O2 plus NADPH plus H+. Ces équations d'oxydoréduction, normalement, devraient suivre la règle du gamma, c'est-à-dire que OX, dans le potentiel qui a le plus fort potentiel d'électrode, sur l'axe ici exprimé en volts, OX2 doit réagir avec le réducteur qui a le potentiel le plus faible pour donner l'oxydant le plus faible et le réducteur le plus fort. On a donc OX2 plus RED1 donne OX1 plus RED2. Si on l'applique au couple qu'on a, on a O2 qui réagit avec NADPH pour donner NADP+, et H2O. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on veut. Nous, ce qu'on a pour l'instant, c'est que H2O donne ses électrons à NADPH qui devient NADPH+, et qui libère un demi de O2. Comment c'est possible? Eh bien, on revient à ce schéma. Quand la chlorophylle récupère de l'énergie du photon, elle passe à un niveau d'énergie suffisamment élevé pour pouvoir réduire cette molécule de NADPH. La chlorophylle plus est alors capable d'arracher un proton, un électron à H2O qui devient un demi de O2. Le bilan donc de cette photosynthèse, cette phase photochimique, c'est de pouvoir rendre réalisable une réaction d'oxydoréduction qui est inverse à la règle du gamma, grâce à l'énergie lumineuse. Voilà ce qui permet d'expliquer un peu plus précisément le mécanisme. En fait, il n'y a pas qu'une seule molécule de chlorophylle, mais les molécules de chlorophylle sont associées en des systèmes qui permettent de cumuler tout leur potentiel sous forme de ce qu'on appelle un photosystème. Ici, le premier photosystème est capable de prendre les électrons de H2O, qui devient H+, et un demi de O2, et de pousser ces électrons à un haut niveau d'énergie, qui est contre donc, le delta G négatif, qui est donc une réaction qui consomme de l'énergie, qui provient des photons. Ces électrons arrivés à ce haut niveau potentiel d'énergie, et là on a une chlorophylle excitée, elle va pouvoir céder ces électrons à une cascade de réactions d'oxydoréduction qui permet de transférer ces électrons à un nouveau photosystème, le photosystème 1, photosystème 2, cascade, photosystème 1, qui passe à un niveau d'énergie encore supérieur grâce à l'arrivée de nouveaux photons, et ces électrons sont alors cédés à un NADP+, qui devient NADPH H+. On a donc bien transfert des électrons depuis H2O vers NADPH H+, grâce à deux systèmes, le photosystème 2 d'abord, puis le photosystème 1. Entre les deux, on a toute une cascade d'oxydoréduction qui se passe, cette fois-ci, dans le sens du delta G négatif, c'est-à-dire qui est spontané. Chaque réaction libère un petit peu d'énergie qui sera utilisée pour prendre des protons et les mettre à l'intérieur du lumen. Ils sont prélevés dans le stroma et mis à l'intérieur du lumen du thylakoïde. À ce moment-là, on va avoir, donc c'est le même système ici, H2O donne son énergie, donne son électron au photosystème 2, qui monte l'électron à un haut niveau d'énergie, donne la cascade, qui donne au nouveau système, qui donne enfin un NADPH. À ce moment-là, cette chaîne d'oxydoréduction ressemble à la chaîne respiratoire de la mitochondrie. Il y a transfert de protons vers l'intérieur du lumen, et le retour de ces protons depuis le lumen vers le stroma va se passer à l'intérieur d'une ATP synthase, et donc on va avoir phosphorylation de l'ADP en ATP, exactement comme dans la mitochondrie. Le bilan global donc de la phase photochimique, c'est la production de l'ATP et de NADPH. Voyons maintenant comment vont être utilisés ces
ces molécules lors de la phase chimique. L'expérience de Kelvin consiste à prendre une suspension de chlorelle, qui sont des algues unicellulaires, qui vont être pompées dans un serpentin, et ces chlorelles vont être exposées à une arrivée de CO2 avec du carbone radioactif. Ce carbone 14 va être en contact avec les chlorelles très peu de temps, selon la vitesse de la pompe. Si on ne les met en contact que 5 secondes avant de les faire tomber dans l'éthanol bouillant, ce qui va fixer les choses, on peut alors prendre cet éthanol qui contient un petit peu de chlorelle, et donc tous les composés qu'elles contiennent. Grâce à une électrophorèse bidirectionnelle, on obtient alors ce graphique-là. Donc l'élément a migré dans un sens, puis migré dans un autre, ce qui permet de distinguer différents types de molécules. Grâce à une autoradiographie, on se rend compte qu'il y a une tache noire à cet endroit-là, puis un petit peu à d'autres. Donc cette molécule ici est riche en carbone radioactif. C'est donc par là que le carbone a été fixé, puis après on le voit apparaître dans d'autres molécules. Le carbone fixé dans le CO2 atmosphérique, ou là liquide, va être incorporé dans une molécule, puis être dispatché dans d'autres molécules. Si on attend 10 secondes, on se rend compte que certaines concentrations de produits augmentent, puis d'autres produits apparaissent, puis 30 secondes, encore d'autres produits, etc. Si on compare ça avec la migration de d'autres molécules connues dans les mêmes conditions, et qu'on superpose les enregistrements, on se rend compte que le premier produit lors de la photosynthèse, c'est du phosphoglycéraldéhyde, puis un ose diphosphate, puis un triose phosphate, puis plusieurs oses phosphates comme le glucose, et puis d'autres molécules comme le malate, ou bien des acides aminés comme l'aspartate ou l'alanine, etc. Toutes les sources de carbone, aussi bien les protéines par l'intermédiaire des acides aminés comme des sucres, sont donc d'origine du carbone qui a été prélevé lors de la phase chimique. La phase chimique permet donc de prendre le carbone minéral et de le convertir en une multitude de molécules organiques riches dans la plante. Voici le cycle de Kelvin. En fait, on a déterminé que la molécule ici de 3 phosphoglycérates, APG ici, est constituée de 3 atomes de carbone et d'un atome de phosphate. Or, on a rajouté une molécule de CO2. C'est donc que la molécule de départ en avait 5 molécules de carbone et 2 molécules de phosphate pour donner, coupé en deux, une molécule de 3 carbones et un phosphate. Cette phase-là, c'est donc la fixation du CO2. Ensuite, cette molécule va devoir prendre de l'énergie, des phosphates, pour arriver à la molécule biphosphate, puis des éléments réducteurs, RH2, ici ce sera NADPH qui redevient NADP+, pour former le premier sucre, le glycéraldéhyde 3-phosphate. Ce glycéraldéhyde 3-phosphate va alors soit devenir du sucre, soit être reconverti en une molécule à 5 carbone pour refixer un nouveau CO2, etc., etc. Et en fait, à chaque tour, il y a une fixation de carbone, la réduction du carbone grâce aux éléments ATP et NADP+, NADPH qui ont été constitués lors de la phase photochimique, et puis régénération grâce à une partie des molécules formées d'un ribulose biphosphate qui va pouvoir recapter un carbone, etc., etc. Si on regarde, cette étape fixe le carbone, forme du phosphoglycéraldéhyde, ça forme des sucres grâce à l'énergie de l'ATP et grâce aux électrons apportés par NADPH. Ça donne des sucres, mais aussi d'autres molécules organiques. Et grâce encore à de l'énergie, eh bien, on va pouvoir régénérer le ribulose bisphosphate qui va recapter un carbone, etc., etc. C'est le cycle de Kelvin. Si on généralise tout ça, on a donc deux phases. La phase photochimique qui permet de prendre l'énergie des photons et de la convertir en une source d'ATP, mais aussi de fournir les électrons à une molécule navette, le NADPH, NADP+, qui va alors apporter ces électrons au carbone qui rentre dans le cycle de Kelvin, ou qu'on appelle aussi cycle de Kelvin-Benson. Ça permet la synthèse de sucre et d'autres produits, mais aussi la régénération du ribulose bisphosphate et de faire tourner en permanence ce cycle.
La photosynthèse repose donc sur des réactions d'oxydoréduction. Lors de la phase photochimique, au niveau des membranes des thylakoïdes des chloroplastes qui contiennent la chlorophylle organisent un photosystème, l'énergie lumineuse est captée et utilisée pour récupérer les électrons de l'eau et pour réduire le coenzyme NADP+, qui devient NADPH-H+. Ce transfert nécessite l'intervention de deux photosystèmes reliés entre eux par des cascades d'oxydoréduction exergoniques, c'est-à-dire qui libèrent de l'énergie, permettant d'établir un flux de protons à l'intérieur du thylakoïde. Cette différence de potentiel de part et d'autre de la membrane est alors utilisée pour synthétiser des ATP par les ATP synthase, comme dans la mitochondrie. La phase photochimique permet donc de réduire des coenzymes et de synthétiser de l'ATP. Si on schématise, H2O va donner un demi de O2, donc on a mis 2 H2O donne 1 O2. Grâce à l'énergie lumineuse, ça permet aussi de produire de l'ATP par phosphorylation de l'ADP et de NADPH+, grâce au transfert des électrons depuis H2O vers NADP+. Ensuite, on a une phase chimique au niveau du stroma, cette fois, des chloroplastes. Là, le CO2 atmosphérique est capté et réduit en sucre. Pour cela, le carbone est d'abord fixé à un sucre à 5 carbone, puis réduit grâce aux électrons apportés par les coenzymes réduits et l'énergie fournie par de l'ATP. Du coup, on boucle ici, NADPH est utilisé et recyclé. Et donc, ces deux phases sont forcément dépendantes. La phase photochimique apporte les électrons qui seront fixés par la phase chimique sous forme de sucre. Si on fait le bilan global de la photosynthèse, on a donc le rôle des coenzymes NADP+, NADPH qui constituent un couple redox-navette qui se réduit au contact des thylakoïdes et qui s'oxyde dans le stroma lors de la réduction du CO2 en sucre. Le bilan complet, on a donc 12 H2O plus 6 CO2 forme une molécule de glucose plus 6 O2 et 6 H2O. Si on simplifie 6 H2O et 12 H2O, on obtient l'équation nette de la photosynthèse. 6 H2O plus 6 CO2 donne C6H12O6, le glucose, plus 6 O2. Maintenant, on va voir comment on peut comparer et quantifier et qualifier les différents types de métabolisme. En fait, on prend le métabolisme de l'homme ou d'une plante verte, on se rend bien compte que ce n'est pas la même source d'énergie. On va donc se poser d'abord la question de savoir quelle source d'énergie est à l'origine de l'ATP. Chez l'homme, la synthèse d'ATP s'effectue au niveau de la membrane interne des mitochondries par des ATP synthase qui utilisent le gradient de protons qui a été créé par l'oxydation de coenzymes réduits lors de l'oxydation complète de la matière organique, notamment le glucose, consommé, digéré et distribué aux cellules. La source d'énergie est donc chimique. Elle provient du nutriment consommé au départ qui a été oxydé complètement. A l'inverse, chez les plantes, la synthèse d'ATP, elle s'effectue aussi au niveau de la membrane interne des mitochondries par des ATP synthase qui utilisent un gradient de protons de la même façon créé par des coenzymes réduits lors de l'oxydation complète de la matière organique qui, elle, a été fabriquée au niveau des chloroplastes par réduction du CO2 minéral à l'aide de l'énergie des photons. Donc dans un cas on a de l'énergie chimique, ici on a de l'énergie des photons. De l'ATP est fabriqué aussi directement au niveau du chloroplaste grâce à l'énergie des photons lors de la cascade d'oxydoréduction qui relie les deux photosystèmes. Quelle est l'origine maintenant des électrons réducteurs de coenzymes réduits, puisque c'est eux qui vont permettre de faire tourner cette chaîne respiratoire? Eh bien, les électrons proviennent de l'oxydation complète de la matière organique au niveau du cycle de Krebs chez l'homme, alors que les électrons proviennent de l'oxydation de la matière organique produite au niveau des chloroplastes par réduction du CO2 à l'aide des électrons arrachés à l'eau, donc en fait de la matière minérale. Ici, c'est bien du sucre à chaque fois qui permet de faire tourner le cycle de Krebs, mais là, le sucre a été constitué grâce aux électrons de l'eau, alors qu'ici, ce sont des électrons issus de la matière organique. Du coup, on qualifie ces deux métabolismes ici de chimio-organotrophes, trophes qui mangent. Donc nous sommes des chimio-organotrophes. Nous récupérons l'énergie chimique de nos aliments et les électrons de la matière organique que nous consommons. On peut aussi écrire chimio-organotrophes. Les plantes sont photolithotrophes. Elles mangent l'énergie de la lumière et les électrons de l'eau qu'elles prélèvent. Elles sont donc photolithotrophes.
On peut classer les différents types de métabolisme qui existent. Les bactéries, par exemple, si c'est une bactérie lumineuse comme une cyanobactérie, elle utilise l'énergie lumineuse des photons, elle utilise la matière minérale, elle est donc photolithotrophe comme un arbre. Une bactérie plus pathogène, par exemple, elle va récupérer l'énergie grâce à ce qu'elle consomme, ce qu'elle trouve dans son milieu. Elle est chimio et organotrophe, puisqu'elle récupère ses électrons de ce qu'elle mange aussi, tout comme nous. On est donc comme une bactérie pathogène, chimio-organotrophe.